Bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. On est sur mon carnet. Donc c'est un carnet que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Je dessine pas beaucoup sur carnet A4. En général j'ai plutôt des carnets A5, mais là du coup je me suis dit que j'allais prendre un petit peu plus grand, histoire de faire des dessins un peu complets de temps en temps. Et là vous voyez je suis en train d'étudier un masque à gaz très old school, qui peut servir là pour des pompiers. Donc j'ai trouvé cette image là sur Pinterest et j'ai cherché un petit peu après des masques à gaz qui étaient relativement similaires. Et donc j'en ai trouvé des modèles, j'ai un modèle 3D avec lequel je bosse là. Donc là ça c'est des choses qui sont faites d'imagination. J'ai essayé de voir si j'arrivais à le faire vu en contre-plongée. Et donc là j'ai pris une référence pour faire celui-ci. Et j'ai refait celui-ci d'imagination par la suite. Là en gros je suis en train d'étudier le sujet. Et c'est un sujet que je veux vraiment avoir étudié au préalable aujourd'hui. Parce que demain, du coup, pour le cours en direct, j'expliquerai du coup comment, à partir d'études qu'on a déjà faites, styliser les choses. Donc là, l'idée, ça va être de travailler ça. Donc là, pendant le stream, globalement, bah, on discute. Hein, en gros, si vous avez des questions sur n'importe quoi sur le dessin ou sur ce que je propose sur l'artiste autodidacte ou sur, je sais pas, le matériel à utiliser, enfin sur n'importe quoi sur le dessin, ou l'univers du dessin ou de la culture visuelle en règle générale, si vous voulez parler de films, si vous voulez parler de jeux, il n'y a pas de problème. Et puis, bah, comme je vous disais, à 15 heures, je prendrai un dessin donc, qui a été posté sur le Discord. Dans demande de retour, vos images pour critique en direct. Donc il y a déjà une image qui a été postée par Monio, donc si personne d'autre ne poste, je prendrai celle-ci. Sinon, bah, je prendrai une image suivant ce qui m'inspire le plus. Donc voilà, postée, et on verra du coup si c'est l'image qui m'inspire le plus ou pas. Voilà. Donc moi là je vais continuer à dessiner ce masque là, je vais essayer de me familiariser encore un peu plus avec, de l'imaginer dans d'autres angles potentiellement. Vous voyez que là j'ai commencé à détourner un petit peu, à trouver la structure. Globalement la manière dont je procède là pour l'instant, c'est que j'ai la tête qui est en dessous, la tête du personnage. Donc là bah évidemment il faut d'abord savoir dessiner un minimum une tête de base quoi. Tac. Et par-dessus, je vais avoir le casque qui va, enfin le masque à gaz qui va s'appliquer. Hop. Il y a deux points de repère qui sont vraiment importants. Il y a l'avant de la tête et il y a l'oreille. Parce que il y a des sangles qui vont tourner autour de l'oreille. Il y a une sangle qui passe au-dessus de l'oreille et une sangle qui passe en dessous de l'oreille. Et l'avant de la tête, c'est bah, là où va être accroché le masque en gros. Le masque en gros, il va être accroché ici. Et après, il va partir de là. Donc là, je fais une ligne centrale qui part là. Et ça va partir de là aussi. Et on a du coup une sorte de bouche là qui va arriver en dessous. Ça c'est le volume global. Et après on va avoir un truc supplémentaire aussi qui est important, c'est les yeux. Les yeux, à vue du dessus, ils sont, vous voyez là, ils sont assez dissociés. Ils vont pas du tout dans le même sens. Donc c'est ce qui lui donne aussi un air vraiment particulier en fait. C'est un masque qui est presque surréel. En gros, il y a pas vraiment un humain qui peut porter ça, je pense. C'est plutôt des trucs qui ont été faits pour des fictions ou ce genre de trucs. Parce que les deux yeux qui partent sur les côtés comme ça, a priori, on peut pas vraiment voir correctement avec. Mais c'est intéressant, je trouve que la forme du coup est chouette. Et on a la même chose qui a existé pour le coup, mais avec des ouvertures rondes là et qui partent pas en, en étiré comme ça sur les côtés en fait. Voilà. Hop. Donc là après j'ai ça. Et que là je vais avoir une sorte de petite capsule. Là j'en ai une autre. Donc voilà, donc là je commence à le maîtriser un petit peu, à voir un peu comment je peux le construire un peu à la volée. Je sais après qu'on a une sangle qui va s'attacher là. Et on a une sangle qui va s'attacher là. Donc ça c'est un petit peu la base. Quand vous voulez pouvoir réutiliser un truc d'imagination, c'est de savoir comprendre un petit peu son volume de base. Et après bah, il faut pouvoir le faire tourner un peu dans tous les sens. Alors le fait de refaire d'imagination dans d'autres angles, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans les cours précédents. Donc là je vous donne un petit peu un extrait en gros de ce qu'on a pu faire dans les cours. Évidemment je parle plus longuement de tout ça dans les ateliers, dans les cours complets quoi. Mais ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on fait. Je vais essayer de le faire dans ce sens-là. Je me demande si je peux pas juste le simplifier en fait en partant de l'avant là.
Parce que globalement, c'est un peu ça qui va construire le reste. Et après, là, on a ça là qui va tourner autour de la tête. Je peux imaginer la tête derrière. Ouais, je peux imaginer du coup qu'on a un œil qui part là. Donc là, ça va vraiment venir vers nous. Et après, là, je vais le placer sur des personnages complets en fait. Voilà, donc là, on a une petite épaisseur ici. Après, on tourne autour du crâne. Et on va avoir du coup, si j'imagine donc que l'œil est en dessous, l'oreille va être quelque part par là. Et on va avoir du coup, hop, une sangle qui passe là, le crâne qui arrive là. On commence à lui mettre des cheveux. Après là, je replace des éléments que j'ai pu identifier. Là, il y a des sortes de sangles qui sont un peu comme ça là. Là, il y a une épaisseur. Ouais, je règle pas tous les problèmes d'un coup, j'essaye de sauter vraiment d'un endroit à un autre. Je sais qu'on a un truc comme ça là. Hop, là il y a une épaisseur aussi à l'intérieur. Je sais qu'il y a des coutures comme ça là. Hop, ici aussi. Je pense quelques lignes. Et là je place quelques petites ombres, succinctes. Histoire de finir un petit poil le dessin. Tac, 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 tac. Ok.
Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à poser vos questions si jamais vous en avez. On va commencer, je vais peut-être me faire un perso en entier. Je vais commencer à me poser, poser des personnages, histoire de voir comment comment ça peut donner là pour placer ce perso-là. Alors je vais pour l'instant le placer sur des persos. Enfin, je vais pas faire du design en même temps. Là, j'essaye pas forcément de compliquer le truc à mort. Moi, je vais juste me placer. Je vais peut-être. Je réfléchis à ce que je fais d'abord. Là, j'aurais dû réfléchir à la pause avant. Tac. On est en pro là, du coup. Pas très confortable. Tac. Ça arrive des fois quand on se précipite un peu. Et du coup, bah, on va repartir de zéro. Je vais d'abord réfléchir à ma pause de perso. On va avoir improvisé ça justement sur le perso à la fin. Je trouve ça beaucoup plus simple de manipuler les volumes simples d'abord. Peut-être une torsion comme ça. Un bras qui pend un peu. On peut avoir un truc comme ça. Je pense que ça peut le faire. Je réfléchis un peu à comment je peux améliorer la dynamique. En le penchant un tout petit peu plus encore. En essayant de faire sortir... peut-être en ayant cette main-là qui vient vers l'avant. On va essayer autre chose. On commence déjà à simplifier un peu.
qu'il y ait une petite torsion là, ça c'est un peu plus de 3/4. Là ça devient plus de face. C'est pas mal. Je peux accentuer un peu la perspective ici. C'est plus vraiment le même état d'esprit. Alors, question de DS. Salut Richard, petite question. Est-ce qu'un concept artiste doit savoir obligatoirement tout dessiner ou alors il est possible de choisir une spécialité? Pour exemple, moi ce que j'aime c'est les environnements et les ambiances, les personnages beaucoup moins. Non, alors pour le concept art, il y a différentes spécialités en fait. Il y a des gens qui vont faire que du dessin de personnages ou de créatures. En règle générale, on va surtout séparer entre les gens qui font personnages créatures et ceux qui vont faire, et puis peut-être même environnement naturel des fois, ou en tout cas des props dans des environnements naturels. Donc des objets, environnement naturel, donc des arbres, des rochers, des trucs comme ça, des végétaux. Et des gens qui vont faire plutôt des trucs genre art surface. Donc ce qu'on appelle art surface, c'est tout ce qui est véhicules, villes, etc. Et après, il y a des gens qui vont se diversifier, qui vont être aussi dans différentes catégories. Si tu aimes bien les environnements, tu peux avoir envie de faire que des environnements, mais du coup te spécialiser dans tout type d'environnement, que ce soit des environnements de ville comme des environnements de nature, des intérieurs comme des extérieurs. Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Et après, si c'est vraiment les ambiances, le côté peinture et tout ça, tu peux aussi aller vers ce qu'on appelle le color key. C'est le fait de faire des peintures rapides pour donner les ambiances de toutes les scènes. Pas forcément en finissant les peintures, mais juste en produisant beaucoup d'images d'ambiance, justement. Donc il faut, après, c'est moins quelque chose qui existe dans le jeu vidéo, c'est plutôt quelque chose qui existe dans le cinéma, et le cinéma d'animation. Mais en jeu vidéo, on va utiliser beaucoup la peinture et tout pour faire des environnements, mais dans ce cas, on va les pousser un peu plus loin. On va aussi s'en servir pour faire du design en même temps de chaque élément en lui-même. Le cinéma d'animation, c'est un peu plus séquencé, parce que les ambiances vont avoir une grosse importance dans la narration, ce qui est un peu moins le cas dans le jeu vidéo pour le coup. Ça peut arriver, mais c'est un peu moins le cas. Donc en gros, voilà, l'idée c'est que il n'y a pas besoin de savoir tout dessiner. Et alors certainement qu'il ne faut pas se dire, bah il faut que je sache tout dessiner pour pouvoir rentrer dans tel ou tel domaine. Même si par exemple, imaginons on veut faire du character design, bah il y a certainement des choses qu'on ne sait quand même pas dessiner parce qu'on ne les a jamais dessinées. Mais ce qu'il faut, c'est avoir des fondamentaux ultra solides. Donc savoir très bien dessiner le volume, savoir très bien dessiner pour les personnages la gestuelle, connaître bien l'anatomie. Et après, on adapte, on va prendre des références, et on va déjà avoir une grosse partie du boulot qui va être fait par toutes les connaissances fondamentales qu'on a. Et le dernier 20% va être apporté par les références qui vont nous permettre d'atteindre des choses qui vont être un peu plus précises sur certains domaines. Donc voilà, ça c'est un point qui est important. Faut pas savoir forcément tout dessiner dans n'importe quel domaine d'ailleurs, quel que soit le domaine, parce que on peut pas tout savoir dessiner, c'est pas possible. Il y a trop de choses qui existent. Et puis on peut pas tout inventer. Il faut avoir étudié les choses avant de pouvoir les inventer. Et donc du coup, il faut, au bout de peut-être de 20 ans de carrière, après avoir étudié beaucoup le dessin, peut-être que tu peux dessiner la majorité des choses d'imagination. Mais la plupart du temps, on va s'aider de références. Et donc du coup, il faut surtout avoir des fondamentaux solides. Faut voir qu'on est quand même dans une époque où les références sont faciles à trouver. Donc du coup, il faut savoir les exploiter. Et pour savoir les exploiter, il faut travailler les fondamentaux. C'est pour ça que là, sur les ateliers qu'on fait là en ce moment, sur l'artiste autodidacte, on a passé 1 an globalement sur les fondamentaux. On va passer même encore là, du coup, les 3 prochains mois. Et on passera que l'année prochaine à tout ce qui est un peu plus avancé, comme l'année prochaine on fera design, narration et composition.
Et du coup, ça va nous permettre on va réutiliser tout ce qu'on a fait avec les fondamentaux. Et on est plus à partir de là, on va être plus à l'aise pour pouvoir utiliser ça pour faire du design, de la composition, etc. Alors, ensuite, il y a Zoro qui demande comment tu t'y prends en foreshortening, notamment avec les mains qui overlappent le bras. Alors, du coup, ouais, par exemple, pour cette zone-là. Donc, ça dépend un peu si le foreshortening il est vraiment important ou pas, en fait. S'il est vraiment important, pour le coup, je prendrais des refs. Parce que je n'ai pas une mémoire, une librairie mentale de ce genre de forme que j'utilise suffisamment souvent. Moi, j'ai fait beaucoup de concept art pour le jeu vidéo, du coup, le jeu vidéo indépendant. Sur de l'illustration, mais pas forcément l'illustration où il y avait besoin d'une énorme perspective en gros. Donc je n'ai pas forcément ces compétences-là pour le coup. Mais c'est quelque chose que je peux complètement développer. Si j'étudie ça, voilà, en une semaine, je suis compétent là-dessus. Mais c'est pas quelque chose dont j'ai eu besoin pour l'instant, donc c'est vrai que je l'ai pas trop travaillé. Donc du coup, sur un gros foreshortening, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait, donc je pourrais pas te dire précisément. Mais la logique, c'est toujours la même. Alors du coup, ça dépend un petit peu comment tu dessines. Si tu dessines comme moi là, au stylo direct, là en ce moment, je m'entraîne à dessiner vraiment que au stylo plume direct pour gagner en confiance et me poser un petit peu à la fois d'une difficulté, mais aussi quelque chose qui va me permettre d'aller plus vite à l'essentiel ou de comprendre mieux le dessin. J'ai l'impression de mieux comprendre depuis que je dessine essentiellement au stylo. Et donc du coup, voilà, c'est quelque chose avec lequel j'essaie de m'entraîner pas mal. Et après, du coup, là, si on a un flingue, là, je vais essayer de le refaire, mais en plus proche. Imaginons, là, on a un flingue relativement basique, donc je vais commencer par ce qui est le plus proche de moi. Donc là, j'essaye de placer quelques éléments. J'essaye d'aller relativement vite vers les éléments essentiels qui vont me permettre après de construire le reste, en gros. Donc là, c'est pareil, je n'ai pas de ref de flingue, c'est pas forcément quelque chose que je dessine beaucoup. Si je devais le faire professionnellement, j'essaierais d'aller prendre des références. Là, pour le coup, j'essaye de juste donner une base relativement rapide. Donc d'abord, je pose le flingue en lui-même parce que c'est ce qui est le plus proche de nous. Après, on va aller vers la main. Donc la main, donc on est de ce côté-ci. Je regarde un petit peu l'angle dans lequel je l'avais mis là. En fait, ici, il n'y aura pas un foreshortening aussi fort que ce que je vais faire là. Et du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est regarder un petit peu sa main. Donc, vous voyez, vous pouvez regarder un petit peu comment ça va tomber, regarder un petit peu vous-même ce que ça va faire. Et en fait, ce qui va arriver avec le foreshortening, c'est globalement qu'on va avoir beaucoup de formes qui vont se répéter, enfin pas se répéter, mais se couvrir les unes les autres en gros. Donc là, je sais qu'on va avoir là sur le côté, on a tout le côté du flingue. Tac. On va avoir le doigt qui va arriver quelque part par ici. Donc là, par exemple, on va avoir beaucoup de doigts qui vont être cachés. Donc il faut garder la construction en tête. Là, la main, globalement, ça fait un truc comme ça. C'est pas... L'implantation des doigts va être comme ça, en fait. On a le majeur qui va être là. L'index qui va être là, pardon, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Donc il faut garder ça en tête. On va avoir ici, on va avoir certainement une bosse là. Où le doigt va tourner autour du flingue. Et après, là, on va avoir les doigts qui vont être majoritairement cachés en gros. Je pense que là, du coup, on avait l'articulation comme ça. Voilà. Et après, là, du coup, on va avoir la base du pouce qui arrive là. Et après, c'est là où ça devient intéressant sur le bras. C'est qu'en fait, ce qu'il faut montrer, c'est qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière. Donc là, on va avoir cette partie-là du bras qui arrive. Donc c'est, si je reprends tout le bras là, on va... vous faites un bras schématique vite fait. Clic. Et après, on a la main. En fait, on va avoir cette partie-là qui va passer devant cette partie-là, qui est plus gonflée en gros. Là, on va avoir des muscles qui vont tourner ici. Et cette partie-là va passer devant le biceps, qui va arriver après. Et on a le deltoïde qui va passer par là-bas après.
Et globalement, il faut essayer de réduire les choses petit à petit. Donc là, moi, le foreshortening n'est pas énorme. Et du coup, il faut le faire beaucoup plus. Si le foreshortening est plus énorme, on va avoir certainement un truc du genre ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des formes qui vont se compresser comme ça. On va avoir des formes qui vont être plus ou moins visibles. Ça va pas donner vraiment ça pour le coup. C'est le genre de truc où il faut faire plusieurs essais. Et il n'y a pas de problème en fait sur le fait d'échouer. Là, j'essaye comme ça. Globalement, je prendrai des refs au bout de quelques essais en fait, histoire de voir que j'ai l'impression d'avoir réussi ou raté d'ailleurs. Juste voir s'il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des choses que j'ai bien compris, s'il y a des choses à améliorer pour la prochaine fois, etc. Mais globalement, la logique, ça va être un petit peu tout le temps la même en gros. On fait. Et après, on prend des refs pour vérifier. Et s'il y a vraiment un très très fort shortening, j'imagine qu'on doit quasiment voir, on doit voir la bosse là de l'avant-bras. La main qui doit arriver quelque part par ici. Là, on doit quasiment plus rien voir. On doit avoir le deltoïde qu'on va voir un petit peu comme ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment bien penser à qu'est-ce qui passe devant, qu'est-ce qui passe derrière. Donc c'est vraiment cette forme-là qui passe devant celle-ci, qui passe devant celle-ci. Et il faut l'insister sur ce truc-là, sur le fait qu'on ait des formes qui passent les unes devant les autres. Donc voilà. Le but, c'est de... là, c'est pas de vous montrer exactement comment on fait, parce qu'encore une fois, comme je vous disais, je n'en suis pas sûr. J'ai quasiment jamais fait ça de ma vie. Je vous donne le processus pour apprendre à le faire, en gros. Et d'ailleurs, c'est globalement la philosophie que je suis pour les cours de l'artiste autodidacte. J'enseigne des méthodes pour apprendre par vous-même par la suite. Pour que vous puissiez après utiliser des références pour arriver au résultat que vous voulez. Mais globalement, ça me fait penser à un autre truc aussi. Ça me fait penser au fait qu'il faut faire attention de pas brûler les étapes. Ça, typiquement, la question de faire un truc avec un gros foreshortening là. Alors je sais pas, là pour le coup c'est complètement une déclaration d'intention en gros. Enfin c'est un truc où je suppose des choses et j'en sais rien. Ça se trouve Zoro est pas dans ce cas-là. Mais j'ai pu constater que typiquement c'est des questions qui sont posées par plutôt par des débutants en règle générale. Comment on fait ce genre de truc? C'est peut-être pas du tout le cas, encore une fois, hein, comme je disais, Zoro a peut-être déjà pas mal de compétences en dessin. Et voilà, est bloqué à cette étape-là, en gros. Mais la plupart du temps, c'est plutôt des débutants qui demandent ça et qui veulent brûler les étapes, en gros. Et faut pas brûler les étapes. Faire un gros foreshortening sur un bras, c'est un truc plutôt exceptionnel, on va dire. C'est un truc qui n'arrive pas tout le temps. C'est pas forcément... dans la majorité des positions, c'est pas ça le problème en fait. Dans la majorité des positions, c'est plutôt l'anatomie du bras qui va pas être bonne, ou le volume en règle générale qui va pas être compris. Tous ces trucs-là qui peuvent poser problème, avant même le fait que on ait un raccourci qui fonctionne bien, quoi. Donc vraiment, attaquez-vous aux fondamentaux d'abord, et après des trucs comme ça, c'est presque c'est presque du folklore, on va dire. Quand on est vraiment très à l'aise avec l'anatomie, avec la perspective, c'est pas très long à apprendre ça en fait. C'est pas un truc qui est très long à travailler. C'est juste que c'est long d'arriver au stade où on devient suffisamment efficace pour gagner vite en compétences là-dessus. Parce que là, les fondamentaux en eux-mêmes, c'est long à acquérir. Donc à mon avis, il faut vraiment se concentrer d'abord sur des trucs un peu plus simples. Parce que ça va être 90% des images qu'on va faire, a priori. Surtout en particulier si on veut
pas faire du concept art. Si on veut faire du concept art, ça c'est un truc qu'on va jamais faire. Jamais. À aucun moment. Il n'y a absolument pas besoin. Pour faire de l'illustration, oui. Pour faire de la BD ou ou de l'animation, oui, effectivement, on va avoir besoin de ce genre de trucs. Mais et encore, c'est dans certains types de BD. C'est pas tout dans toutes les BD. Vous n'allez pas trouver forcément des gens qui vont balancer leurs mains en premier plan comme ça. C'est vraiment des cas plutôt sur des trucs d'action, quoi. Donc vraiment, à mon avis, faut pas forcément se concentrer sur ce genre de truc d'abord. Ce qui n'empêche pas que c'est super intéressant hein, comme effet. Et certainement que je le travaillerai un jour. Pour l'instant, je suis plutôt sur le fait de travailler le dessin. Là, mon but en ce moment, c'est de rendre mon dessin qui est fait directement stylo plus dynamique. Parce que j'ai tendance, quand je fais un design directement stylo, par exemple, à le rendre plus statique. Vous voyez là ce que je fais là, récemment j'ai fait ça, ou là j'ai fait des études de mouvement. J'essaye de rendre mon dessin un peu plus vivant, en dessin direct, parce que j'y arrive très bien au crayon, à rendre mon dessin vivant. À trouver mon dessin, à trouver la vie de mon dessin, ou à sculpter un peu mon dessin avec le crayon. Mais avec le stylo direct, on peut pas vraiment procéder comme ça, et donc il faut penser la dynamique d'abord, et essayer de poser tous les détails après par-dessus, quoi, et c'est vraiment pas évident. Et donc du coup, c'est ce que je suis en train de travailler. Et du coup, bah, ça vous permet de voir un petit peu mon évolution. Hop. De faire dans ces streams là. Et je vais. D'ailleurs, il y a un autre truc aussi que je voulais dire aujourd'hui. C'est partie des annonces que je voulais faire. J'ai ouvert un nouveau compte Instagram. Pour ceux qui sauraient pas du coup, c'est Hervé Croquis. Hervé comme Richard Vatiel, un R et un V. Tac. Voilà, je mets le lien dans le chat. Qui est un endroit où je vais montrer un petit peu mon évolution en termes de dessin au stylo au fur et à mesure des mois. Parce que c'est quelque chose auquel je vais consacrer pas mal de temps. Et donc je veux. Enfin, je veux pas que ça parasite mon Instagram original. Mais par contre, je veux quand même partager tout ça. Je trouve que c'est intéressant toujours de voir les progrès au jour le jour de quelqu'un en fait. C'est toujours assez cool. Personnellement, en tant que consommateur, c'est un truc que j'aime bien, donc je me suis dit que j'allais donner ça à voir aussi pour mes abonnés. Alors j'ai vu qu'il y avait une question, je crois. De Neymar Junior. Bonjour à tous, je voudrais savoir comment Richard dessine les mains et les vêtements. Bah alors, là je vais pas faire tout un cours sur les mains et sur les vêtements. J'ai un atelier où je parle des mains entre autres. J'ai un atelier, là, dans les ateliers qui vont arriver en avril. On parlera de mains, pour le coup. Donc là, je peux pas faire tout un cours. Là, juste, c'est pas trop le lieu du stream. Là, je vais pas faire un truc en longueur. Enfin, à chaque fois, chaque semaine, en fait, c'est 3 heures d'atelier. Donc, je peux pas résumer ça en un quart d'heure de vidéo, là. Donc, désolé, je peux pas faire... je peux pas faire aussi simple que ça. Mais hop, je t'encourage du coup à voir les ateliers si tu as la possibilité. Ou à trouver d'autres ressources. Hein, parce que... Mais c'est toujours la même philosophie, globalement, c'est penser volume. Penser volume, et puis essayer de comprendre les choses en profondeur pour pouvoir les faire d'imagination par la suite en fait. Faut pas faire les... Il y a un truc aussi que je vois très souvent, en particulier chez mes étudiants là, je donne cours en école supérieure de dessin. Et je vois qu'il y a toujours beaucoup d'impatience et de vouloir faire tout de suite. Et du coup, soit brûler les étapes, soit vouloir étudier trop de choses en même temps. Et en fait, c'est toujours des nids en embrouille, parce que on peut pas vraiment procéder comme ça et être efficace en fait.
Et donc du coup, je conseille vraiment d'apprendre les choses fondamentales les unes après les autres. Et ouais, ouais, d'y passer le temps en fait. Chaque étape est relativement longue en fait à apprendre, mais il n'y a pas de raccourci. Faire des choses trop vite, c'est juste un coup à apprendre, bah, à pas forcément bien apprendre tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux donner du coup pour les mains et autres. C'est bah déjà, il y a un truc, c'est qu'on en a chacun deux, et donc du coup ça fait déjà des bonnes références. Et après, je pense qu'il faut essayer de déjà regarder la structure de base, comment c'est fichu une main. Et après, s'entraîner à en dessiner beaucoup. Alors, les défis du genre dessiner sans main ou des trucs comme ça, très bien, c'est un bon début. Après, par contre, il faut rapidement essayer d'en dessiner d'imagination parce que, encore une fois, c'est là où se nichent tous les. Déjà, se nichent les problèmes, mais c'est là où la vraie compréhension commence à arriver en fait. Quand on dessine l'imagination. Tant qu'on sait pas le faire d'imagination, à mon avis, on connaît pas vraiment le sujet. Donc là, hop, pour ne pas heurter la sensibilité des plus jeunes ou juste des gens qui aiment pas trop la nudité, il a une sorte de slip de peau là. Il n'a pas de vraie partie génitale. Tac. Alors, sur quoi ça peut être? Là, on avait une sorte de rocher. Je pense qu'on peut garder ça un peu. Parce que c'est pas mal. L'intérêt de ce genre de forme là, c'est qu'on peut l'improviser sans trop de problèmes. Encore une fois, si on a un peu étudié ça. Et donc ça peut donner du volume et puis une impression sur l'angle dans lequel le personnage est aussi. Assez rapidement. Là, ça me permet aussi de mettre. Il y a une ombre à cette hauteur-là, il y a une ombre à cette hauteur-là, donc on voit qu'il y a un dénivelé en fait qui s'est passé ici. Ah, le bras est pas tout à fait réussi, mais c'est pas forcément ultra grave. Hop. Alors là, on a. Ça va aller un peu vers l'avant, je pense. Ah oui, l'ellipse n'est pas dans le bon sens, donc c'est un peu foireux.
Ok. Je sais plus si je t'ai salué tout Coupix du coup. Alors il nous reste 45 minutes. Donc oui, il y a un autre truc aussi, tiens, je vais en profiter pour en parler là, puisque je vois que là j'ai commencé à, enfin j'ai dessiné tout le corps complet. Là en l'occurrence, ça me permet plusieurs choses de dessiner le corps complet. Ça met le perso en contexte, ça me permet de bien gérer le positionnement du masque par rapport à un vrai personnage, de travailler un peu tout ça. Ça me permet aussi de continuer à travailler mes fondamentaux. Les fondamentaux, c'est des choses qui sont toujours répétées en fait. Là, en l'occurrence, je rebosse l'anatomie en faisant ça. Je suis obligé de me rappeler un petit peu du fonctionnement du corps humain. Et ça reste un petit peu dans ma mémoire à court terme, en gros, ma mémoire active, en gros. J'essaye du coup de garder tout le temps ça en mémoire en réitérant des personnages d'imagination très régulièrement. C'est très rapide à perdre un petit peu la main ou à oublier des choses. Le fait de redessiner des persos constamment, bah ça aide à avancer là-dessus. Alors, je vais peut-être regarder une dernière fois le masque sous un nouvel angle. Là, en l'occurrence, là c'était le profil. Je pense que ouais, ça allait un petit peu vers l'avant comme ça, mais c'est mon ellipse qui est pas vraiment dans le bon sens. Regarde, je compare en fait avec, j'ai un modèle 3D là sur le côté. Je peux vous le montrer d'ailleurs si vous voulez. Tuc. Comme ça me permet de faire de la pub pour l'artiste qui l'a fait aussi. C'est celui-là, qui a été fait par Manoj Gussain. Donc là, il y a un N à la fin, vous le voyez pas là sur l'écran, mais il y a un N à la fin de son pseudo. Donc c'est un modèle 3D, il est très cool. Voilà. Ça va, la musique est pas trop forte, parce que je vois quand même que ça monte assez haut. J'espère que ça cache pas trop ce que je dis. Ok, donc là je vais le faire une dernière fois là de dos. C'est surtout parce que comme ça me permet de voir l'attache. En fait, il y a une attache sur le dessus là, une sangle là, et je l'ai jamais fait. Dans tous les angles dans lesquels je l'ai fait, pour l'instant, on voyait pas s'attacher là. D'ailleurs, je l'ai oublié sur celui-ci. C'est-à-dire que j'y pense pas du tout à cette sangle. Et en fait, du coup, ça donnerait pas tout à fait ça. Là, on a ça qui tourne comme ça autour du crâne. On a des boucles comme des bouts de ceinture là. Tac. Tout du long. Il y a des sortes de petits rouleaux là. Ceux qui mettent des ceintures savent à quoi ça correspond. Donc là, après, on a cette épaisseur-là, c'est cette partie-là, là. Cette partie-là, le contour principal, ce qui fait la jointure vraiment entre le masque et la tête. Et après, ouais, ça s'accroche plus bas que je croyais sur la nuque, en fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'étudier les sujets sous plusieurs angles. Ça permet de vraiment bien comprendre les formes.
Là, pareil, il y a une certaine logique en fait à ces ellipses-là. C'est plus rond ici, c'est de moins en moins rond. Si vous avez travaillé un peu sur les formes en volume, vous devez voir de quoi je parle. C'est plus rond par là, et c'est de moins en moins rond au fur et à mesure qu'on s'éloigne là. Tac. Ouais, je fais beaucoup aussi de dessins à travers les formes. Je trace comme ça, enfin sans tracer du coup, mais je passe avec mon stylo comme ça, pardon. Et j'essaie de voir jusqu'où je vais. Alors, c'est le dernier moment pour poster sur le Discord. Si vous voulez avoir un retour sur vos images. Hop, je remets le lien du Discord. Donc voilà, pour ceux qui ne seraient pas encore dessus, du coup, c'est à poster dans demande de retour et il y a un sujet qui s'appelle vos images pour critique en direct. Donc là, je vais faire ça dans 5 minutes. Donc poster à cet endroit-là et je choisirai une des images, faire un retour. Voilà. Beaucoup de coutures là, qui sont toujours visibles. Donc là, il y a une sorte de petite erreur que j'avais fait. Je peux transformer un peu en pointillé. Voilà. Ok. Donc voilà, là on a fait à peu près le tour de ce masque-là. Je pense que je l'aurai suffisamment étudié pour l'utiliser dans le cours de demain. Donc l'atelier de demain, ce sera, comme je vous disais, sur le dessin d'imagination et sur le fait de styliser les choses, donc trouver un style et le développer. Donc pour ceux que ça intéresse, bah, allez voir sur artistodirect.com, le lien que vous voyez en bas de la vidéo là. Hop. Ah, mais je vois aussi que sur les refs, là, il y a des versions sans la tête dedans. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de bien voir comment c'est fichu. Même des vues en gros plan de certains éléments. Ok. Allez, on va passer sur la correction, les retours. Ah, bah en fait, oui, il me reste 5 minutes avant 15 heures. Je vais pouvoir continuer, enfin, je vais pouvoir finir la planche juste en faisant un gros plan sur l'ouverture du masque. Je vois que l'ouverture du masque, elle est pas exactement comme je croyais. Je croyais que c'était comme ça. Et en fait, c'est vraiment ovale.
On a ça, avec l'ouverture là. Et là, ce qu'on a en dessous, c'est un petit peu différent. Voilà, du coup, il y a une deuxième ellipse là. Alors qu'ici, ça prend vraiment toute la forme. Ok. Et donc ça. Donc ça, c'est ouais, c'est une ouverture plus complexe encore que je croyais. Touc. Intéressant à voir. Alors, je vois qu'il y a des gens qui arrivent sur le Discord. N'hésitez pas à poster si vous avez des images qui sont sur lesquelles vous avez besoin de retour. Ou juste bah, pour savoir où vous en êtes aussi. Ça peut être savoir bah, si vous savez pas trop c'est quoi le prochain truc à travailler pour vous. Bah, si vous postez une image, je peux vous donner déjà des indications. Alors, je fais pas des choses aussi poussées que ce que je peux faire parce que sur le site internet de l'artiste Zodiac, enfin, je donne la possibilité d'avoir des retours avec ce que j'appelle les tickets AA. Mais je vais beaucoup plus loin du coup dans les conseils et tout ça. Là, ça vous donne déjà une bonne première base. Et je fais même des bilans de compétences, des retours personnalisés, des retours sur des portfolios, etc., etc. Ok, allez, on va passer au retour. Hop. Alors, je prends juste 2 minutes pour ranger mon carnet. Ranger mon stylo. Et on va donc voir dans vos images en direct. Alors du coup, bah, on a l'image de Monio. On va prendre celle-ci puisque hop, ce qui a été demandé. Alors il y a pas mal de trucs à dire sur cette image. On va voir ça là. Tac. Alors attendez, il faut que j'éteigne ma lampe aussi parce que sinon là j'ai des reflets sur mon écran. C'est la lampe qui me sert pour bien voir, pour que vous voyez bien mon dessin sur carnet. Mais du coup, là, en changeant de setup, il faut que je change ça aussi. Alors, cette image de Monio. Donc là, on est sur un contre-jour. Et donc, on est sur une peinture qui est pas évidente pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Il y a de l'éclairage, il y a des personnages, il y a de l'enviro, il y a des FX, une explosion donc, et des vagues. Donc tout ça, ça fait pas mal de choses à voir et du coup pas mal d'erreurs potentielles en gros. Alors il y a pas mal de choses. Il y a deux trucs que je voudrais voir. Déjà, c'est sur les questions que se posait Monio déjà, parce que j'ai vu il y avait un texte qui accompagnait ça. Je vais vous le lire du coup. Alors salut, c'est pas très joyeux, mais voilà, je ne pense pas avoir réussi la gestion de l'ombre et de la lumière entre le soleil et la bombe. Entre parenthèses, je pense que la bombe a un niveau d'éclairage beaucoup plus important que le soleil couchant. Je ne suis pas trop content de ma vague en arrière-plan, ça manque de réalisme je trouve. J'ai essayé différents types de pinceaux sur Photoshop, surtout pour le champignon nucléaire.
Ouais, je suis ouvert à la critique pour améliorer tout ça. Ok. Alors, bah, du coup, je vais revenir déjà sur un truc, c'est sur les différents types de pinceaux. Il faut utiliser des brosses de base en fait. Avec les brosses de base, tu peux complètement faire cet effet-là. Je vais te montrer un exemple. Est-ce que j'ai ça en stock là? Enfin, facilement accessible, je veux dire. Oui, là. Alors là, du coup, oui, c'est du work in progress. Normalement, je dois avoir une version plus finie que ça, mais bref. Peu importe. Sur cette image-là, par exemple, je vais utiliser uniquement une seule brosse. C'est ma brosse low flow, donc la brosse qui change de flux avec la pression et qui reste par contre de la même opacité et qui change de taille aussi, qui devient de plus en plus petite avec la pression. Enfin, moins on presse fort, plus c'est petit. Et tu vois là, en fait, ce qui se passe derrière là, cet effet-là, c'est contrôlé à la main. Et je pense que c'est beaucoup mieux de contrôler les choses à la main avec ce genre de brosse, par exemple. Là, en l'occurrence, j'ai passé plus de temps sur le bâtiment parce que c'était ça que je voulais designer. Mais c'est ce genre de brosse qu'il faut utiliser pour ce genre de truc. Je pense que ça marche très bien. En fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher des brosses spéciales. Et souvent, si on n'arrive pas, si on sait pas le faire à la main, c'est qu'on n'est pas suffisamment prêt pour contrôler correctement ça avec une brosse spéciale en fait. Il faut vraiment éviter d'utiliser des brosses spéciales pour ce genre de truc. À mon avis, il faut vraiment utiliser au plus possible les brosses les plus simples en gros. Euh, alors, donc je vois Slinch qui dit tu peux utiliser Rogue One comme référence. Oui, certainement. Du coup, je pense pas que je puisse trouver le screenshot rapidement. Du coup, je vais pas le faire. Mais effectivement, trouver des références dans des films, je pense que c'est un truc qui fonctionne assez bien. Trouver des références sur des contre-jours, ça fonctionne bien. Alors là, je pense que c'est pas mal. Après, ça devient complètement noir. Mais par contre, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que c'est complètement noir derrière. Mais là, par ici, c'est quand même assez sombre. Et en fait, ça va pas vraiment faire ça si on est complètement en contre-jour. En fait, on est ébloui par ce qui se passe devant, par ce qui se passe derrière, et donc du coup, tout ça, ça devrait être plus clair en fait. Et ça, être à contre-jour. La vague en particulier devrait être plus claire. La vague, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir de la lumière donc jaune qui va passer à travers de la mer qui est relativement, qui a des tons un peu verdâtres. Euh, alors ça peut aller vers le vert, vers le bleu, mais globalement c'est chargé d'algues, donc du coup ça va avoir un truc un peu verdâtre. Là en l'occurrence on peut prendre un jaune, ou un orange, on peut le désaturer un peu, et on peut avoir plutôt cette couleur-là du coup dans la vague par exemple, parce qu'on a de la lumière qui va passer à travers. C'est ça qui te manque en fait dans ta vague ici, qu'on a de la lumière qui va passer à travers. Je vais te choper une référence là pour montrer un petit peu comment ça se passe. Je le voyais encore là pendant les vacances, j'étais à la plage. Tac. Et du coup, j'ai pu constater à nouveau cet effet-là. À un moment, on était à contre-jour, le soleil était derrière, la lumière passait à travers les vagues. Et ça donne des couleurs assez saturées, assez belles en fait dans l'eau. Alors après, là, du coup, la vague en elle-même, je suis pas sûr que ça ferait comme ça en fait. Là, pour le coup, avec un champignon nucléaire qui tomberait dans l'eau, ça ferait certainement pas ce truc-là. Et ça ferait certainement pas une ombre portée aussi forte que ça là en fait. Peut-être avoir une ombre portée et encore je doute. Parce que là la lumière elle vient d'ici en fait. Donc elle vient du dessus. Donc elle va éclairer quand même une grosse partie de la mer. Mais on peut avoir certainement une petite ombre portée. Tac. Je sais pas pourquoi il y a pas il y a de l'ombre là au milieu. Tac. Certainement avoir un petit peu une ombre portée par là. Mais ça doit être quand même relativement minimal quoi. Et je pense que ça doit donner un truc du genre, quelque chose comme ça, quoi. Et ça doit être un peu flou aussi, certainement, les bords. Parce que on n'est pas sur on est sur un objet semi-transparent là. Les vagues, c'est pas tout à fait opaque. Et alors après, pour voir à quoi ça ressemblerait une vague, ah bah, je vois que Monio a posé l'image. Tac, on montre ça. Donc là, et on voit ce que je disais tout à l'heure en fait. Contre-jour, c'est le premier plan est très sombre et derrière c'est plus clair en fait. Et là en l'occurrence, là le ciel, tu vois, il devient vraiment très blanc, très clair. Je pense que là du coup ça manque un petit peu. Là ton soleil, c'est un peu bizarre la manière dont il est posé ce soleil.
Je pense qu'il peut être plus clair que ça, limite. Et qu'après, par contre, on a un dégradé un petit peu plus lent, en fait. Que ça soit plus jaune pendant plus longtemps. Pour regarder un peu coucher de soleil, comment ça marche. Mais ça va se dégrader, peut-être potentiellement assez vite, hein, mais il va y avoir un dégradé quand même. Ça va pas être brut, comme ça. Il me semble, pour le coup. C'est pareil, c'est des choses que j'ai pas beaucoup peint, hein, donc je peux pas être sûr. Et je pense que là, il faudra prendre des refs. Mais à mon avis, là, en fait, on est quand même plus jaune par là. Et on va être plus orange-rouge, plus au-dessus, ou pardon, ou plus derrière du coup, ou au-dessus où on va être quasiment sur du violet. Je peux prendre aussi sur Pinterest. On peut chercher pas mal de refs du coup. Hop, coucher de soleil. Tac. Voilà, c'est globalement plus flou autour. Alors là, c'est très net sur celui-ci, effectivement. Mais par contre, tu vois, il est ultra clair, quoi. Il est pas très jaune, il est vraiment plus clair. Et là, pour le coup, il y a pas mal de nuages autour et de ça, donc je sais pas trop. Là, par contre, c'est beaucoup plus flou, là, c'est beaucoup plus flou, là, c'est beaucoup plus flou. Enfin, il y a un dégradé beaucoup plus fort. Et là, on va pas enfin, c'est quand même assez varié. Moi, c'est plutôt vraiment ce genre de truc là que j'avais déjà vu, que j'avais déjà étudié en fait. Le fait d'avoir du jaune plus proche. Ça, c'est peut-être une photo retouchée ou c'est peut-être une photo en. Comment ça s'appelle ça? Comment on appelle ça déjà? Avec un éclairage qui est un peu, qui est pris. C'est une façon particulière de régler son appareil photo pour qu'il prenne aussi bien ce qui se passe dans les lumières que ce qui se passe dans les ombres. Et du coup, ça donne tout le range de valeur, alors que normalement, on voit pas vraiment ça en fait. Si on regarde vraiment le coucher de soleil à l'œil nu, on va pas voir ça, on va pas voir un soleil aussi bien délimité. On va voir un truc beaucoup plus flou. Après, le désavantage de prendre la photo là de Rogue One, c'est que bah, déjà ça a été, enfin, c'est forcément stylisé parce que ça vient d'un film. Et du coup, c'est une stylisation qui existe déjà, enfin, qui a déjà été faite. Après, là, pour le coup, la mer fonctionne beaucoup mieux. Là, ça va pas faire juste une grosse vague comme ça. C'est vrai que ça fait une vague qui est tout autour, en fait, de l'explosion. Donc, ce qu'on peut avoir là, je vais peut-être prendre d'ailleurs ma brosse Low Density pour montrer un petit peu comment on peut procéder sur ce truc. Tac. Je vais abaisser un petit peu tout ça là. Hop, on va ramener ça vers le bas. On va voir comment on peut ramener l'explosion là-dessus. Je pense que truc du genre plutôt ça en fait, avoir des projections un peu comme ça là autour. Ça paraît pas mal. Et vous voyez que là il y a beaucoup de lumière qui passe à travers l'eau. Enfin, là pour le coup j'étais là j'étais resté très sombre, j'étais resté un peu trop comme avait fait Monio, qui est pas assez tac, pas assez sombre moi-même quoi. Tac. Je vais regarder aussi sur Pinterest champignons nucléaires. Hop. Là, on en a quelques beaux. J'essaie de regarder ce qui pourrait correspondre le mieux. Après, là, il y a des trucs comme ça, là. Je pense qu'ils sont assez intéressants. Donc là, on a plus de lumière vers le bas, ce qui me semblerait. Enfin, il peut y avoir de la lumière plus vers le haut, plus vers le bas. Je regarde un peu. Là, c'est vraiment une sorte de bonne habitude à prendre, en fait, de tout le temps regarder des refs. Est-ce qu'on a des photos d'un vrai champignon nucléaire, du coup? Parce que là, c'est vrai que c'est beaucoup de stylisation. Hmm. Je suis pas suffisamment sûr pour savoir. Donc là, la colonne est un peu trop droite, je trouve. Je trouve que ça gagnerait à être un peu plus organique.
On va avoir des oranges. On va par là. Juste pour rajouter un peu de saturation derrière. Là, pour le coup, il faut certainement une Dreamlight qui soit bien puissante, là. Si tu veux mettre une Dreamlight, il faut qu'elle soit plus puissante que ça, en gros. Soit tu fais vraiment juste une silhouette noire, et dans ce cas-là, tu peux avoir... il faut que tu aies le champignon derrière qui fasse pas mal de lumière. Tac. Et dans ce cas, tu peux juste te contenter d'avoir la silhouette noire. Tac. Comme sur le screenshot, là, tu vois. Mais si tu mets une Dreamlight, il faut qu'elle soit puissante, quoi. À mon avis, il vaut mieux aller vers du blanc avec une légère frange un peu orangée si tu veux. Avec une frange vraiment intérieure là, qui va vraiment être très rapide, où on va avoir du orangé, ça va vite aller vers le noir. Mais il faut que ça soit plus fort que ça. Voilà, je vais bouffer un petit peu de son crâne. Tac. Le désavantage de faire la rimlight, c'est que bah, du coup, on va avoir les personnages qui vont se fondre un petit peu plus dans le décor. Si je fais juste la silhouette noire, ça va être un peu moins le cas. Là, on va avoir des nuages qui vont être plus éclairés aussi là. Si t'as des nuages là, ils vont avoir plus de lumière dessus. Il faut voir aussi un truc, c'est que en général, ce qui est le plus clair dans le ciel, c'est ce qui est proche de l'horizon. Là, c'est pas trop le cas, donc je vais corriger ça. Hop, je vais regarder s'il n'y a pas des messages là-dessus. Voilà, donc peut-être un truc comme ça, peut-être vraiment garder quelque chose de très clair par ici. Insister sur le fait de détacher là, la silhouette des personnages. Sur un fond clair. Je serais assez pour quand même que la mer, ça soit vraiment, enfin l'impact dans la mer, ça soit vraiment plus anecdotique que ça. Enfin, que ça soit moins marqué, moins présent. Je trouve que ça n'empêche pas de bien le détourer si tu veux. Là, en l'occurrence, moi, je fais les choses avec, tac, en allant un peu vite, hein. Mais tu vois bien l'idée. Tac, tac, tac. Et après, pas oublier quand même il y a des vagues de toute façon dans la mer, en règle générale. Et du coup, il faut étirer un petit peu les couleurs d'un côté et de l'autre. Et les couleurs claires, on va en avoir des petites touches qui vont arriver là, dans les ombres. Et les couleurs les plus sombres, on va en avoir qui vont arriver dans la lumière par là aussi. Si on veut schématiser. Tac. Et après, bah, le fait de faire l'explosion plus le soleil couchant, je sais pas si c'est vraiment pertinent. Parce que ça fait que les deux sont un peu trop en compétition en fait. C'est quoi le plus important là-dedans? C'est le soleil ou ou c'est l'explosion? Les deux sont un peu trop sur un plan d'égalité. Et du coup, c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir ça. Je trouve qu'on voit moins bien le champignon parce qu'il y a le soleil, on voit moins bien le soleil. On fait même pas attention au soleil parce qu'il y a le champignon. Du coup, à mon avis, ouais, ça pourrait être. Enfin, on pourrait faire un choix entre les deux. Globalement, avoir plusieurs sources de lumière principales, c'est pas forcément toujours une bonne idée, et surtout quand là les deux sources sont très proches l'une de l'autre, quoi. Ça a du coup moins de.
moins d'impact. Enfin, chacune des deux a moins d'impact. Et dernière chose, si tu mets des barrières là en premier plan, faut les designer un peu en fait. Parce que c'est un point important de ton image. Vu que c'est en premier plan, que ça prend pas mal de place, il faut que ça soit plus intéressant en fait ce qui se passe sur ce premier plan. Alors peut-être que c'est les barrières là, c'est peut-être pas le meilleur truc. Peut-être que ça pourrait être ouvert et qu'il y ait juste des, je sais pas, des plots ou qu'on voit une plage là ou je sais pas, c'est à toi de voir. Mais là pour le coup, je trouve que c'est un peu, enfin ouais, si tu veux garder ça, faut les styliser un petit peu quoi. Faut, je sais pas, que ce soit que t'aies un peu plus une ouverture en haut, en bas, ou des sculptures, des gravures, ou que, je sais pas, que au-dessus de ces trucs-là, t'aies des boules, ou que t'aies, je sais pas, des piliers, ou je sais pas quoi. Enfin voilà, faut qu'il y ait quelque chose, quoi. Faut que ça soit un peu plus vivant. Ou au moins que ça soit un truc très spécifique, tu vois. Si je prends. Enfin, tu vois, ça pourrait être une chaîne. Là, je sais que sur les plages, il y a pas mal de plages où il y a des chaînes comme ça. Je sais qu'en Normandie, on a pas mal ça. Ou ça peut être, tu vois, là, si je tape barrière plage, là, tu as des trucs qui sont un peu comme ça, tu as des trucs qui sont pas forcément tout à la même hauteur. Tu vois, ne serait-ce que choisir un de ces trucs-là, et pas que ça soit juste une grille random comme ça, parce que personne fait des grilles vraiment comme ça. On a envie de designer des trucs un peu plus intéressants que ça, en règle générale. Même n'importe quel menuisier va avoir envie de faire un truc un peu mieux, quoi. Là, du coup, ça ressemble beaucoup à ça, là. C'est une sorte de barrière de sécurité pour les enfants, là. Et faut regarder, c'est un peu plus, ça peut être un peu plus intéressant, un peu plus complexe que ça. Si je tape rambarde. Tac. Là, t'en as où c'est plus fin, t'en as où t'as du remplissage avec des motifs, des trucs comme ça. Ça pourrait même, ou là, avec des formes comme ça pourrait même renforcer d'ailleurs ce qui se passe avec eux, là. Est-ce que c'est des gens qui sont dans un environnement un peu élégant? Là, ça a l'air d'être ultra rustique comme barrière. On a l'impression que c'est un truc très grossier. Et du coup, ça colle pas vraiment bien avec la douceur que tu veux faire passer là sur les personnages. Tu voulais faire passer de la douceur devant et du chaos derrière. Et je trouve que si tu fais une barrière plus fine, plus délicate, certainement que ça va rajouter quelque chose aussi à ton design. Tu vois, ça va se renforcer en fait. Alors, je vois qu'il y a eu un petit peu de dialogue. En fait, à l'origine, c'est une illustration pour la Saint-Valentin, mais après, j'ai vu Oppenheimer, donc j'ai essayé de faire un mix. Ok. Euh, ok, donc du coup, bah voilà, le mix fonctionne dans une certaine mesure, mais je pense que du coup, il aurait fallu remplacer le soleil par le champignon atomique. Et puis voilà, il n'y a pas de, y a plus de soucis dans ce cas-là, puisque t'as plus une double source de lumière, et tu peux avoir du coup cette barrière là qui soit un peu plus stylisée. Et après, les oiseaux, je les trouve trop précis. Enfin, tu vois, ils ont un contour et tout. C'est pas du tout dans le style du reste de l'image en fait. Même si je reviens là. Toi, en termes de niveau de détail, c'est beaucoup plus fin que tout le reste de ce que tu as dans ton image. Ça peut être des formes beaucoup plus simples en fait, ou juste des silhouettes là pour le coup, pour rentrer un peu mieux dans l'image, je trouve. Et après là, on dirait que tu as d'utilisation de photos ou de brosses texturées. Encore une fois, pareil, à mon avis, c'est plutôt une mauvaise idée. Ça colle pas vraiment avec le reste du style. Pareil pour les vagues là, enfin ça fonctionne pas forcément super. Donc dans le détail, après, il y aurait moyen d'aller bien plus loin, hein, de donner de donner vraiment une sorte de motif pour ces vagues là. Je sais pas exactement. Faut réfléchir un petit peu comment peut fonctionner. Mais essayer de voir un peu justement comment tu peux créer un design intéressant en fait sur les vagues. Faut se rappeler aussi des concepts de design petit, moyen, grand. Il peut y avoir des formes plus grosses qui vont après être découpées en plus petites formes comme ça, mais des plus grosses parties de vagues qui vont, euh, qui vont être plus visibles. Hop. Et après, avoir des endroits où ça va être des plus petites vagues ou des moyennes, ou enfin toi, et de varier un petit peu tes formes pour que ce soit plus intéressant visuellement. Mais après, voilà, l'idée est intéressante, hein, je pense qu'il y a moyen de travailler dessus.
Ok. Donc voilà, tu vois là, ne serait-ce que les petits changements que j'ai fait là, ça donne plus de punch, globalement, à l'image. Vraiment voir que la lumière là, elle est ultra puissante quoi. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Elle est ultra puissante et les vagues, c'est pas totalement opaque. Donc le combo des deux, ça fait que tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus clair dans le fond. Pareil pour les nuages, là tu peux peut-être avoir des endroits où à travers on commence à voir un peu du champignon qui passe quoi. Bon, ça peut lui donner un petit peu plus de dynamisme en termes de structure visuelle. Voilà. Ouais, pour le stream d'aujourd'hui, ça va être fini. Si j'attends juste quelques secondes de plus, voir s'il y a de dernières questions. S'il n'y a pas de dernières questions, bah, du coup, on va arrêter là. Hop. Je finis juste, voilà, je fais un peu de détails là de. Détails dans le champignon. Mais alors, je sais même pas comment faire un raid, mon brave Azench. Le truc, c'est que là, je stream par restream. Donc, je suis pas en direct sur Twitch. Je suis sur. Mais du coup, j'imagine qu'on doit pouvoir quand même le faire. On va savoir comment. Tac. Donc là, bah, du coup, ouais, je me suis pas encore, je me suis pas encore renseigné à mort là-dessus. Donc du coup, voilà, je suis pas encore très efficace sur Twitch. Ouais, mais tout. Si je mets juste ça dans le chat, je slash red et ouais, et normalement ça devrait marcher. Tac. On va voir ça. Et du coup, parce qu'en fait, je sais pas si ça marche par restream en fait. Oui, oui, bon, on va tester. Tac. C'est juste sur tout ce que je sais, c'est que sur YouTube, ça ne fera rien, évidemment. Mais on va voir si sur Twitch ça fait quelque chose. Là est la question. On apprend tous ensemble, hein, comme toujours. C'est un peu le but de faire des streams aussi. C'est d'apprendre des choses en même temps que je vous en apprends. Est-ce que ça a fait quelque chose pour ceux qui sont sur Twitch? Pour l'instant, rien du tout. Ok, très bien. Donc voilà, donc il faudrait que je sois directement sur Twitch, je pense, pour que ça marche. Certainement. Il faudrait d'ailleurs que que je regarde un petit peu les stats. Je sais pas si c'est possible de voir les stats en direct, si c'est plus sur Twitch ou si c'est plus sur YouTube que c'est regardé. Parce qu'en rediff, forcément, c'est sur YouTube. Parce que sur YouTube, c'est le seul endroit où c'est accessible en replay. Je vais regarder. Ah oui, bah là je vois. Du coup, combien il y en a actuellement? Donc il y a 4 sur YouTube et 6 sur le Twitch. Ok.
Ok, ok. Bah, du coup, faudra voir. Parce que peut-être je pourrais aussi passer directement sur Twitch. À voir, à réfléchir. Voilà. Bah, du coup, dessinez bien tout ce temps que vous êtes, peignez bien pour cette semaine. On se retrouve demain pour ceux qui sont abonnés sur le site. On se retrouve demain du coup pour le cours donc, sur le dessin, le dessin d'imagination, la stylisation. Et donc on va revenir un petit peu sur cette histoire de masque à gaz là. Et puis bah, du coup pour les autres, on se retrouve lundi prochain, donc 14 h pour le prochain stream. Allez, dessinez bien, peignez bien. Bonne semaine. Ciao.